Bienvenue sur Midi 1, vous êtes dans Éco Débat. Aujourd'hui, cap sur un enjeu vital, la sécurité et la santé au travail en Afrique de l'Ouest. Accidents, maladies professionnelles, conditions précaires, au-delà des drames humains, c'est aussi l'économie locale qui en paie le prix fort. Alors, comment transformer ces défis en opportunités de développement? C'est ce que nous allons explorer avec nos deux invités, M. Akwekabo Voudande, président de l'Association ivoirienne des intervenants chargés de la sécurité et la santé au travail, AICST. Face à lui, M. Jean-Jacques Ewe, expert en sécurité et santé au travail. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, M. Ewe, quelle est aujourd'hui la situation générale de la sécurité au travail en Afrique de l'Ouest? D'accord. Je vous remercie pour l'invitation de l'AICST sur ce plateau. En fait, au niveau de la sécurité santé au travail en Afrique de l'Ouest, nous avons, disons que la sécurité santé au travail est régie par une organisation internationale qui est l'OIT, l'Organisation internationale du travail. D'accord. Et après l'OIT, vous avez l'AISS, qui est l'Association internationale de la sécurité sociale. Donc il y a plusieurs organisations au niveau national, au niveau international plutôt, et au niveau national. Au niveau national, nous avons le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui gère, on va dire, qui s'occupe de la discipline SST. D'accord. Donc nous avons, disons que comme c'est l'organisation, l'OIT qui est l'organisation, on va dire, internationale, donc notre pays, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est dans l'Afrique de l'Ouest, les différents pays de l'Afrique de l'Ouest ont ratifié des normes de l'OIT. Pour la plupart des États africains ont ratifié les normes de l'OIT. Donc c'est ces normes de l'OIT qui sont applicables dans notre milieu professionnel au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Voudande, comment vous expliquez que ce sujet reste souvent en marge des priorités économiques dans la sous-région? D'accord, je vous remercie. Je vais commencer d'abord par donner un petit complément qui, on va dire, enclenche cette question que vous m'avez posée. Il y a un projet de directive OHADA sur la sécurité santé au travail depuis 2006. Et jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Donc pour dire que l'OHADA gère le droit des affaires, donc lorsqu'on parle de questions économiques, donc il y a une carence au niveau d'un régime juridique régional. Donc il faudra parfaire ce projet au niveau de l'OHADA. Deuxièmement, vous avez aussi une carence de publication scientifique sur la dimension économique de la sécurité santé au travail. D'accord. Voilà, parce que pour que les employeurs s'intéressent à ce sujet, ils se disent mais qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Et qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Il faudrait donc des publications scientifiques qui donnent des travaux qui ressortent normalement la ROP, la rentabilité technico-économique de la prévention professionnelle. Avec le régime juridique, donc OHADA, qui doit normalement plancher sur ce cadre-là. Je pense qu'ils vont adopter la SST sur le plan de ses dimensions économiques. Voilà. Alors, monsieur, oui, à la suite de monsieur Voudande, est-ce qu'on dispose de statistiques fiables sur les accidents ou les maladies liées au travail dans la sous-région? Dans la sous-région. Comme je disais tout à l'heure, le référentiel international, c'est l'OIT. Au niveau des statistiques, nous avons 240 000 décès liés au travail. 240 000 décès par an liés au travail, selon les statistiques de l'OIT, en Afrique de l'Ouest, justement. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons un observatoire régional et un observatoire national pour toutes les questions liées, on va dire, aux accidents de travail, de maladies et maladies professionnelles. Voilà. Et il faut dire qu'il y a une baisse de sinistralité de 63,5% on va dire, par l'application des programmes, des politiques SST en Afrique de l'Ouest au niveau de l'amélioration des politiques des programmes SST depuis entre la période de 2015 et de 2022. D'accord. Alors, parlons des enjeux économiques et de la productivité, M. Voudande. Et quel lien direct peut-on établir entre sécurité au travail et performance économique dans les entreprises locales? Puisque vous êtes chef d'entreprise, il faut le dire. Quel lien on peut établir? Il y a un lien direct entre la sécurité santé au travail et les performances économiques d'une entreprise. Effectivement, il y en a. Mais ça commence d'abord par l'orientation, la perception qu'on a donc des ressources professionnelles. Donc si l'employeur conçoit le travailleur comme une ressource professionnelle, naturellement l'indisponibilité du travailleur, si le travailleur n'est pas là, je donne un exemple, si nous avons une entreprise qui fabrique du jus, donc il faudrait les travailleurs, le matériel de travail, l'environnement de travail pour que le produit fini, donc le jus de fruits, soit produit et qu'il soit commercialisé. Donc l'absence des travailleurs ne pourra pas faire fonctionner
le matériel de travail. Donc systématiquement, cette indisponibilité peut, si par exemple la personne travaille 48 heures par semaine et qu'il a un taux horaire peut-être de 3 000 francs par heure, 3 000 francs multipliés par 48 heures, bon, 3 fois 4, plus ou moins 120 000 au minimum qu'il aura donc par semaine, est censé générer peut-être, s'il doit produire, on va dire, 1 tonne de jus de fruits par semaine, et les 1 tonne, on vend la tonne peut-être à 400 000 francs. Donc 120 000 francs de ce travailleur permet de générer 1 tonne de 120 000 francs de disponibilité de ce travailleur, permet de générer 1 tonne de jus de fruits, soit un chiffre d'affaires de 400 000 francs. Donc si le travailleur est disponible au lieu de 48 heures, il est disponible 46 heures, ou il est disponible 40 heures, ou n'est pas disponible, systématiquement, il n'y a pas de création de produits, on ne fabrique pas de produits, et on n'a pas un chiffre d'affaires. Justement, en quoi l'insécurité au travail peut-elle freiner l'investissement privé et le développement industriel? Oui, effectivement, quand le risque naît chez le fabricant. Je donne un exemple, un fabricant qui conçoit une machine. Un fabricant qui conçoit, par exemple, on va dire, un produit chimique. Prenez un produit chimique, un produit phytosanitaire qui est censé traiter, on va dire, tuer les mauvaises herbes ou des champignons dans une plantation. Si ce produit est très dangereux, il est très dangereux parce qu'il est fabriqué chez le fabricant, mais très dangereux pour l'environnement ou très dangereux pour le matériel végétal, c'est-à-dire pour la plantation qu'on veut faire, naturellement, l'investisseur ne pourra pas acheter ce produit. Parce que comment acheter un produit qui est dangereux pour l'homme ou pour l'environnement? Donc systématiquement, cette insécurité l'empêche d'investir. Donc lorsque l'investisseur veut acquérir un produit ou un matériel, il est obligé de se rassurer que cet équipement ou ce produit ne constitue pas un danger pour les exploitants, parce que les travailleurs sont les exploitants, ou pour l'environnement, ou pour l'utilisateur final. Donc dès que le danger est très élevé, il ne peut pas investir. Voilà. Alors, monsieur Louis, est-ce que les PME très présentes dans le tissu économique sont-elles les grandes oubliées de la politique de sécurité au travail? En fait, ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est qu'en fait, le Code du travail ivoirien, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le Code du travail ivoirien, dans son article 42, alinéa 1, 2, 3, recommande aux entreprises, notamment les organisations, quelle que soit la taille, en fait, l'indicateur qui est pris en compte, c'est le nombre d'employés. Donc, au-delà de 50 employés, chaque organisation ou entreprise est tenue de créer en son sein un comité de sécurité santé au travail. Et c'est un comité dont les membres sont le représentant du patronat, du DG, un médecin du travail, un ergonome du travail, un QHSE, on va dire un professionnel en qualité, hygiène, sécurité, environnement. C'est ces personnes-là qui composent le comité qui vont, on va dire, appliquer les politiques et les programmes SST en entreprise. Il faut dire qu'il n'y a pas de vulgarisation, d'abord la méconnaissance d'abord du cadre légal et réglementaire au niveau du Code du travail, l'application et la vulgarisation des programmes et de politiques SST dans les organisations et les entreprises. Donc c'est ce qui fait que les entreprises ne perçoivent pas la pertinence des politiques SST en leur sein. Alors, concernant le cadre réglementaire et les acteurs institutionnels, puisqu'il faut le rappeler, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes président de l'association ivoirienne des intervenants chargés de la sécurité et de la santé au travail. Alors, quel rôle votre association joue dans la promotion de la santé et de la sécurité au travail? D'accord. L'association ivoirienne des chargés de sécurité et santé au travail a trois principaux rôles. Le premier, c'est de promouvoir les professions de la sécurité et santé au travail. La première profession qu'on promeut, c'est la profession des ingénieurs sécurité et santé au travail. Il faudrait dire que cette profession est méconnue, ou du moins le cadre juridique qui traite de cette profession est insuffisant. En Côte d'Ivoire, on appelle cette profession des chargés de sécurité. Quand on prenait le titre 4 du Code du travail ivoirien qui traite de cette fonction, on vous dira chargé de sécurité. Dans d'autres pays aussi, on vous dira chargé de sûreté, etc. Il y a une confusion. Et souvent, on l'appelle aussi chargé QHSE ou ingénieur QHSE. Donc là, nous avons déjà contribué concrètement à ajouter un terme pour ne pas porter confusion avec les forces de l'ordre, chargé de sécurité au travail. Ensuite, nous avons adopté depuis l'année passée
une directive, la directive numéro 001-3-2024, donc qui porte changement et uniformisation de l'appellation chargé de sécurité. Donc nous demandons aux législateurs d'utiliser ingénieur sécurité santé au travail ou technicien sécurité santé au travail. Donc notre association donc, sur les professions contribue déjà à réguler le statut et le cadre d'exercice, par exemple, de ce professionnel. D'accord. Deuxièmement, toujours au niveau du rôle, on fait une promotion de la recherche, développement et innovation en matière de sécurité santé au travail. Donc, nous avons eu un appui administratif avec l'UNEMAF, l'Union des entreprises du monde agricole, qui nous a permis de réaliser des activités de recherche sur la prévention des risques psychosociaux. La prévention des risques psychosociaux et aussi l'amélioration de la traçabilité en sécurité santé au travail. À cela aussi, il y a d'autres organismes tels que APRI qui nous a appuyés techniquement et financièrement, où nous avons réalisé des travaux sur l'économie de la prévention des risques professionnels, donc l'économie de la SST. Nos derniers rôles que nous avons au niveau de notre association, c'est de promouvoir les bonnes pratiques africaines de la prévention des risques professionnels. Donc à travers une collection que nous avons initiée, dont j'en suis l'auteur principal, de vulgariser les bonnes pratiques, les bonnes méthodes de travail, les bonnes méthodes de prévention en matière de sécurité santé au travail. Donc on publie des ouvrages, et là par exemple vous avez, ça c'est juste un petit livret, un ouvrage qui traite sur la taxonomie, donc la sécurité santé au travail. D'accord. Alors nous sommes toujours dans le cadre réglementaire et acteur institutionnel. Monsieur Huy, quelles sont selon vous les principales failles de la mise en œuvre des normes de sécurité? D'accord. En fait, ce qu'on peut dire à ce niveau, en fait, au niveau de... On peut citer la sécurité, mais il ne faut pas citer uniquement la sécurité. Il faut citer la sécurité, la productivité, la rentabilité et le progrès. Donc, c'est ces 4 indicateurs-là qui vont déterminer la valeur ajoutée de la SST au sein des organisations. Mais il faut retenir que l'investissement consacré, l'investissement du patronat consacré, parce que le DG, on va dire le DG, le patron, il a un rôle prépondérant dans la politique SST qu'on va appliquer dans l'organisation. Donc l'investissement consacré à la politique, au programme SST en entreprise n'est pas substantiel, n'est pas conséquent. Bien entendu, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la méconnaissance du cadre légal et réglementaire spécifié dans le Code du travail. On a aussi un défi de compétences, comme tout à l'heure M. Goudon l'a dit tout à l'heure, pour l'uniformisation des profils métiers dans le domaine de la SST. Parce qu'il faut définir les différentes missions des personnes qui vont exercer le métier en entreprise. Oui, monsieur Huy a parlé des différentes contraintes. Est-ce que le cadre juridique actuel est adapté aux réalités locales? Concernant le cadre juridique actuel, il faudrait dire qu'il y a eu des progrès, mais sur certains actes. Quand on prend le secteur privé, le Code du travail, en son titre 4, traite ou on donne les lignes directives en matière de sécurité santé au travail dans les entreprises, les organisations, les établissements du secteur privé. Au niveau du secteur public, il y a le Code de la fonction publique qui ne donne qu'un seul article. Donc il y a une grande carence à ce niveau, raison pour laquelle vous n'avez pas constaté des professionnels de sécurité de santé au travail au niveau du secteur public. Aussi au niveau du secteur informel, c'est vrai qu'il y a des progrès récents avec un régime de protection sociale qui a été initié par la CNPS. Toutefois, il n'y a pas un régime juridique normalement qui traite de la question de la sécurité de santé au travail dans ce secteur. Alors quel est le secteur le plus impacté? Le secteur le plus impacté, vous avez 2 principaux secteurs, on va citer les 2 simplement. Il y a l'agriculture, sur le plan, l'agriculture accidentogène sur le plan de la fréquence, c'est-à-dire il y a beaucoup d'accidents, parce que c'est l'agriculture qui emploie le plus de travailleurs, et l'activité est beaucoup manuelle. Ensuite, vous avez le secteur du BTP et du transport aussi, qui sont accidentogènes, mais sur le plan de la gravité. C'est-à-dire que les accidents ne sont pas réguliers, mais quand ça a lieu, c'est soit une incapacité partielle ou permanente. On perd un organe ou on perd la vie. Voilà. Parlons des conséquences sociales et humaines. Quel impact aujourd'hui la négligence de la sécurité au travail peut avoir sur les différentes communautés? Les différentes communautés. Comme tout à l'heure, M. Young l'a dit,
dans le cadre de l'exercice du travail, un employé peut perdre un membre, un organe. Il peut, on va dire, être en incapacité. C'est-à-dire que quand il y a un cas d'invalidité, donc socialement, il ne pourra pas remplir ses charges familiales. Donc, ça veut dire que vraiment, la sécurité santé au travail, lorsqu'elle n'est pas bien appliquée, a des conséquences très, très graves au niveau humain et social. Alors, quelles sont les dispositions qui existent pour accompagner le travailleur? Les dispositions qui existent pour accompagner les travailleurs, que ce soit au privé comme au public. D'abord, au niveau du privé, il y a déjà la CNPS avec les différentes entreprises qui sont en collaboration. La CNPS qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale. La Caisse nationale de prévoyance sociale a une collaboration directe avec les comités SST installés au sein des entreprises. Donc dès qu'il y a un accident du travail, même une maladie professionnelle qui est identifiée, il y a une déclaration qui est faite à la CNPS. Il y a une prise en charge qui est faite à condition que l'employé soit enregistré, déclaré à la CNPS. Monsieur Bourdon, vous avez parlé de l'impact des différents secteurs impactés. Est-ce que c'est seulement le secteur agricole? On parle des métiers à risque, d'être au niveau des BTP et tout ça. Est-ce que ce ne sont pas des secteurs qui montrent un peu des faiblesses au niveau de l'encadrement des travailleurs? Oui, bon, déjà avant de revenir sur cette question, vous avez demandé qu'est-ce qui se faisait en entreprise. Oui. Le législateur a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, comme il a dit, créer un comité de sécurité santé au travail est une obligation. Mais avoir un médecin du travail est une obligation, et chargé de sécurité au travail est une obligation. Pourquoi c'est un progrès? Parce que le médecin du travail, le chargé de sécurité, l'ingénieur sécurité santé au travail sont les deux compétences métiers en interne qui pourront donc procéder à l'analyse des risques. Donc ils vont faire une prédiction pour dire voici les risques que pourrait rencontrer l'entreprise et proposer un programme de prévention pour les éviter. D'accord. Voilà, donc maintenant concernant les secteurs par rapport au BTP comme vous l'avez dit, j'ai précisé tout à l'heure que le BTP est un secteur accidentogène sur le plan de la gravité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des accidents au niveau du BTP, ils sont peut-être pas courants, mais quand ils viennent, ils suscitent systématiquement une incapacité partielle ou totale, c'est-à-dire il peut y avoir mort. De l'autre côté, si c'est l'effondrement par exemple de l'infrastructure qui est bâtie, c'est une perte économique mesurable et très rapide. Vous imaginez, vous dépensez 18 millions, 20 millions ou 50 millions pour un ouvrage, ou 100 millions ou 200 millions, s'il y a juste une faille sécurité qui peut naître par exemple de la résistance à la compression ou au cisaillement ou une propriété mécanique du matériau, systématiquement le bâtiment peut s'écrouler. Ou si par exemple les travailleurs sont en train de faire des travaux en hauteur, ouais. Voilà, parce que le BTP, c'est les plus grands sont le travail en hauteur. S'ils sont en train de faire des travaux en hauteur ou des travaux de fouille, des travaux en hauteur, à tout moment, il peut y avoir une chute des travailleurs, même s'il y a des harnais de sécurité qui sont utilisés, des nacelles, etc. Donc le risque, il est très élevé. Il est élevé dans le sens que si l'événement indésirable a lieu pour le travailleur, systématiquement, il y a un risque de mort. C'est très élevé. Aussi, comme je le dis, si les bâtiments, l'ouvrage est mal construit, la perte financière, elle est systématique. Voilà. D'accord. Monsieur, oui, comment les familles ressentent les impacts des accidents liés au travail? Comment les familles ressentent les impacts? Oui, les accidents liés au travail. D'abord, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, lorsqu'un employé est dans un cas d'invalidité, il ne va percevoir pas son salaire totalement. Il va percevoir une indemnité liée, on va dire, à son invalidité. Donc socialement, ça a vraiment un impact important au niveau des charges sociales, au niveau des foyers. Et puis aussi, un employé qui a eu un accident de travail qui s'il y a une invalidité de membre, ne pourra plus se mouvoir comme il se déplaçait avant. Donc, disons socialement, mentalement, financièrement, ça détruit les familles, il faut le dire. Donc, alors, allez-y. Au niveau psychosocial aussi, puisque une personne, par exemple, qui n'a plus un membre, il n'est plus équilibré comme avant. D'accord. Alors, votre argumentaire me pousse à arriver aux solutions et perspectives et innovations. Mais quelle politique publique pourrait être mise en place pour allier sécurité au travail et développement
économique locale. Disons que la CNPS, on va dire, la CNPS sous la direction, sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, sous la tutelle aussi de la Direction nationale de la sécurité sociale, à un accompagnement auprès des organisations, parce que nous, l'ASST, nous sommes une organisation de promotion de la prévention des risques professionnels. Donc au sein de l'ASST, avec l'intervention, disons avec les travaux qui sont effectués par l'expert M. Vaudant, qui est sur le plateau, on a une doctrine africaine, parce qu'il faut, l'ASST, il faut l'adapter au contexte, à notre contexte. Donc on a une doctrine africaine de l'ASST qui définit des orientations des branches, comme il a dit tout à l'heure. On a l'ingénierie SST, on a la médecine préventive, on a l'économie de la SST. Donc on a différentes branches qui définissent de manière très précise. Et par exemple, même dans la formulation, disons dans la dénomination sécurité santé au travail, dans notre doctrine, dans la doctrine de l'expert, M. Baudon, on a une explication, enfin une démonstration de la reformulation. C'est qu'il faut dire sécurité et santé au travail, parce que la sécurité précède la santé au travail, comme tout à l'heure il l'a expliqué au niveau de la naissance du risque au niveau par exemple d'un matériel qui est fabriqué pour l'utilisation. Et aussi il faut adopter aussi un code national, c'est SST. Chaque pays, c'est vrai qu'on peut uniformiser les profils métiers pour la dénomination ingénieur, puisqu'il y a plusieurs dénominations par pays, mais il faut un code national par pays pour répondre, on va dire, aux exigences, aux attentes locales. Monsieur Vaudant, nous sommes toujours au niveau des solutions, perspectives et innovations. Comment impliquer les entreprises locales et multinationales dans une démarche plus responsable? Ouais. En fait, que ce soit les entreprises locales, que ce soit l'État, il faudrait dire que l'OIT et l'OMS ont orienté la SST, la sécurité santé au travail, exclusivement protection des travailleurs. Le problème part de là. Donc, c'est pour ça qu'on demande, que ce soit à l'État, au législateur, que ce soit aux entreprises, d'adopter l'orientation de la SST selon la doctrine que nous proposons. Donc là, elle est orientée, cette doctrine, elle est orientée protection des travailleurs, du matériel de travail, de l'environnement de travail, donc de toutes les ressources professionnelles. Donc, si les entreprises adoptent cela, lorsqu'elles adoptent l'orientation, la doctrine, elles adoptent l'orientation, les domaines de la SST, les branches de la SST, et aussi les processus de la SST. Donc en ce moment, parce que la quatrième branche de la SST, c'est l'économie. Et c'est ce qui intéresse les entreprises. Donc lorsqu'on a cette taxonomie, c'est facile. Naturellement, on sait quelles sont les compétences, quelles sont les disciplines qu'il faudrait. Donc c'est une démarche qu'il faudrait adopter. Et si cette démarche, cette doctrine est adoptée, c'est facile. L'employeur se dit, je dépense peut-être, je donne un exemple très simple, je dépense 1 million ou 2 millions, 100 millions par an sur la sécurité santé au travail, qu'est-ce que je gagne à la fin? D'accord. Donc, lorsque nous avons une doctrine qui nous dit le comment mesurer ces investissements, ces dépenses et cette rentabilité, naturellement, c'est ces démarches que si l'employeur il adopte cela, voilà, on aurait un progrès au niveau de la SST. Alors, monsieur, oui, est-ce que la technologie peut être un levier pour améliorer la sécurité dans certains secteurs à risque? D'accord. Cette année, on va dire en 2025, cette année, nous avons l'ASST, notre corporation, a organisé la quatrième journée nationale de la sécurité santé au travail sur la thématique centrale, la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités, défis et stratégies d'adaptation. Cette année, la journée mondiale de la sécurité santé au travail, la journée africaine qui se fera bientôt, c'est le 24-25, organisée localement par la CNPS, tournera autour de la digitalisation. Et nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Je prends par exemple, un exemple. Si, par exemple, dans un environnement où vous aviez, par exemple, les BTP. Le BTP, par exemple, nous avons plusieurs matériaux. Si nous disposons par exemple d'une application informatique, cette application informatique permettra d'identifier tous ces matériaux-là, tous les fabricants, même le risque, même il est possible de faire un commentaire sur chaque matériel.
il est possible aussi d'identifier aussi au niveau des employés tous les différents profils d'employés. Et il est possible aussi d'identifier quels sont les travaux qui permettent de... On va dire quels sont les travaux sur lesquels il y a le risque accidentogène est très élevé. Donc, ce ne sera plus la gestion papier, voilà, ce sera la gestion maintenant informatisée qui va permettre, on va dire, soit aux psychologues, soit aux médecins du travail, soit au HSE de prendre des décisions. Donc, ça va aider à la décision. Merci à vous, monsieur. Oui. Merci, monsieur Roudande. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce numéro de Éco-Débat. Restez avec nous, l'information continue sur Médina.